Et s'il était possible, demain, d'industrialiser la culture cellulaire à l'échelle microscopique? C'est tout l'enjeu du projet Bactère EV Booster mené par un consortium public pour lequel l'unité mixte de recherche procédés alimentaires et microbiologiques de l'Institut Agro-Dijon de l'Université Bourgogne-Europe et INRAE travaille depuis maintenant de nombreuses années. On en parle dans ce nouveau format ONELS avec le professeur Laurent Benet. Monsieur Benet, bonjour, vous êtes professeur à l'Institut Agro-Dijon où vous nous accueillez aujourd'hui et vous dirigez l'unité mixte de recherche procédés alimentaires et microbiologiques. Vous nous avez donné rendez-vous dans votre bureau sur le campus dijonnais de l'Université Bourgogne-Europe pour parler biothérapie. Alors déjà, quel est le rapport entre l'agroalimentaire et les biothérapies? Alors c'est un rapport qui peut paraître peu évident, mais qui en fait tient essentiellement aux micro-organismes. Les micro-organismes dans le domaine agroalimentaire, ce sont des êtres vivants, microscopiques, qu'on utilise beaucoup, notamment dans le cadre des aliments fermentés. Par ailleurs, les micro-organismes, au plan alimentaire, ce sont aussi des êtres vivants, très nombreux dans notre tractus digestif et en particulier dans notre intestin. Et en fait, ces micro-organismes, qu'on peut appeler des ferments, ou des probiotiques par exemple, disposent de propriétés positives pour la santé, et c'est ce qui réunit finalement cet aspect alimentaire et cet aspect santé. Et vous vous intéressez particulièrement à une bactérie depuis une dizaine d'années. Oui, alors c'est une bactérie qui a été isolée par des collègues scientifiques qui travaillent à l'Institut Michaelis à Jouy-en-Josas en France, et qui en fait s'appelait à l'époque Faecalibacterium prausnitzii. C'est devenu depuis Faecalibacterium duncaniae, mais ça c'est parce qu'elle a simplement changé de nom et d'affiliation. L'organisme est le même, et effectivement il y a une dizaine d'années, nos collègues nous ont dit qu'ils avaient découvert une bactérie extrêmement intéressante puisqu'elle dispose de propriétés anti-inflammatoires. Et la problématique était que cette bactérie était très difficile à cultiver, parce que sa niche naturelle, c'est une région de l'intestin qui se situe au niveau du côlon. Et dans cette région, en fait, les conditions physico-chimiques sont très particulières. Il y a très très peu d'oxygène. Il y a des nutriments dont on ne connaît pas exactement la nature. C'est un milieu très complexe. Et donc, depuis une dizaine d'années, nous ici à PAM, spécialistes des procédés microbiens, en fait, on a travaillé à comprendre quelles étaient les conditions idéales pour que cette bactérie puisse se développer, se multiplier. Et c'est ce qu'on a fait et réussi à faire, puisqu'aujourd'hui, on la cultive pratiquement tous les jours, en lui ayant fabriqué un milieu idéal et en la cultivant même dans un bioréacteur. Alors justement, vous venez d'en parler, face à ce constat, vous avez creusé le sujet, du coup, vous avez cherché un moyen de la cultiver à grande échelle, mais avec un procédé assez loin du concept des bioréacteurs qu'on connaît, puisque vous restez quand même à l'échelle microscopique. Alors en effet, la première phase de développement d'une stratégie de production de cette bactérie d'intérêt médical et alimentaire a consisté à l'étudier à petite échelle, et donc à essayer de déterminer en particulier les conditions nutritives qui sont indispensables à son développement, et également les conditions gazeuses, parce qu'une des particularités du tractus digestif, c'est qu'il représente un environnement qui, dans certaines régions, notamment du côlon, est extrêmement pauvre en oxygène. Et en réalité, cette bactérie est très adaptée à ce milieu. Et pour tout dire, même l'oxygène représente un véritable danger pour cette bactérie qui ne supporte pas les hautes teneurs en oxygène. Donc effectivement, on a travaillé sur des tout petits volumes, des échelles microscopiques, comme vous dites. Et puis tout l'enjeu pour pouvoir proposer cette bactérie ou des composants de cette bactérie pour développer des thérapies, ça a été effectivement de préparer une production à très grande échelle, ce qu'on appelle le scale-up en termes anglo-saxons et internationaux. Et donc, c'est une démarche propre au génie des procédés qui consiste à agrandir les conditions qu'on détermine comme étant optimales à toute petite échelle. Et donc, on monte en taille petit à petit, on passe de la toute petite échelle, quelques microlitres, à quelques millilitres, puis de millilitres, on passe aux centilitres, et puis aux litres et au mètre cube dans la situation industrielle. Mais le tout toujours quand même dans ces vésicules. Comment vous est venue l'idée de ces vésicules? Alors en effet, la deuxième étape dans le développement scientifique autour de cette bactérie Faecalibacterium prausnitzii, ça a été de se demander si c'était la bactérie elle-même qui était positive, qui avait un effet anti-inflammatoire,
ou bien si c'était des fractions de cette bactérie, des molécules présentes dans cette bactérie qui pouvaient remplir ce rôle anti-inflammatoire. Donc nos collègues de Jouy en Josas étudient cela au quotidien. Et en fait, ils ont développé 2 stratégies principales. La première, c'est d'imaginer qu'il faille réimplanter cette bactérie, directement dans l'intestin pour qu'elle délivre ses effets. Et l'autre stratégie, ça a été de regarder finalement quels étaient les, composants de cette bactérie qui présentaient des effets anti-inflammatoires, plus cette fois-ci avec l'idée de fabriquer à partir de ces composants une stratégie, j'allais dire médicamenteuse. Et donc, en fait, c'est cette voie qui a été retenue dans le cadre du projet dont on parle aujourd'hui, puisque nos collègues ont pu constater que ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires, c'est-à-dire des petits sacs qui contiennent un certain nombre de molécules et qui sont émis par les bactéries, disposent de ces propriétés anti-inflammatoires. Donc, l'idée, effectivement, est de cultiver les bactéries pour qu'elles produisent ces petits sacs qu'on appelle des vésicules. Et ensuite, évidemment, charge à nous de récupérer, de purifier ces vésicules pour ensuite en faire un médicament. Et donc dans ces vésicules, il y aura toujours une présence bactérienne? Alors non, la bactérie se transforme en vésicule en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une bactérie, c'est un gros sac, hein, c'est une entité qui fait à peu près 1 micromètre de long, délimitée par une membrane. Et les hypothèses actuelles sont qu'une partie de cette membrane se transforme en vésicules qui font, elles, quelques nanomètres. Donc ce sont des toutes petites entités par rapport à la bactérie qui est déjà toute petite elle-même. Et en fait, c'est ces entités-là, ces petits sacs qui se forment au niveau de la membrane, qui sont la cible de nos recherches pour développer ce principe actif. Quel est l'objectif? Vous allez y mettre quoi dans ces petits sacs? Effectivement, je vois ce que vous imaginez. En réalité, les bactéries y mettent elles-mêmes ce qui est intéressant. Et c'est là un petit peu la nouveauté de cette approche, c'est-à-dire qu'on a effectivement des stratégies de production de systèmes de thérapie qui consistent à fabriquer des sacs qu'on sait produire par des voies de synthèse d'une certaine manière et dans lesquelles on va encapsuler des principes actifs. Là, l'intérêt de cette approche, c'est que, ayant observé que ces bactéries sont capables de produire elles-mêmes ces petits sacs, on a caractérisé ces petits sacs et on s'est aperçu qu'il y avait du principe actif à l'intérieur des petits sacs. Donc l'idée, c'est d'utiliser naturellement la voie de production de ces vésicules que les bactéries développent au sein du bioréacteur. Finalement, c'est les bactéries qui font tout le travail. C'est essentiellement les bactéries qui font tout le travail. Alors, je devrais ajouter, en accord d'une certaine manière, avec les scientifiques qui essaient de comprendre comment elles travaillent, et avec les ingénieurs et évidemment les techniciens qui participent à ces travaux et qui développent en réalité tout l'environnement nécessaire à la prolifération des bactéries et qui développent également l'environnement qui permet à ces bactéries de fabriquer ces petits sacs. Et alors aujourd'hui, ce projet Bacter EV Booster a pris une toute autre ampleur. Vous en avez déjà parlé, mais quelle a été réellement la genèse de ce projet? La jeunesse, c'est comme très souvent dans les histoires scientifiques. Il y a 10 ans, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé le projet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il y a 10 ans, on découvrait cette bactérie et on cherchait à la cultiver à la plus grande échelle possible et à la maintenir en vie surtout, avec l'idée finalement de la récupérer pour la transplanter dans les intestins des personnes qui en particulier souffrent de certaines inflammations intestinales. Et en fait, c'est les progrès de la connaissance de cette bactérie qui ont permis de comprendre qu'elle produisait ces petits sacs, ces principes actifs, qui nous ont amenés à quelque sorte à faire évoluer la nature de nos projets en imaginant cette fois-ci de créer des conditions maîtrisées, industrielles, pour fabriquer ces petites vésicules. Ce qui est plutôt positif dans cette affaire, c'est que on exploite tout le capital du travail qui a été obtenu depuis une dizaine d'années, puisque finalement, dans tous les cas, il faut quand même cultiver la bactérie en très grande quantité, dans des conditions réglementaires, dans des conditions normées. Et donc maintenant, c'est la deuxième étape, c'est comment transformer le plus efficacement les bactéries en vésicules,
ou plutôt, je devrais dire, comment faire en sorte que que les bactéries se mettent à fabriquer beaucoup de petites vésicules qu'on va récupérer et qui deviendront le principe actif. Et ce projet justement, là aujourd'hui, à l'heure actuelle, où en est-il? Alors le projet, en fait, il faut préciser il est à l'initiative de collègues de l'Institut Michaelis, de collègues d'unités INSERM qui sont situés à l'Université Paris-Cité. Et puis, ces deux collègues, en fait, ont réuni un consortium de travail qui est essentiellement constitué de laboratoires publics, qui sont des laboratoires qui sont présents sur tout le territoire français et qui apportent, chaque laboratoire apporte dans ce projet, en fait, sa spécialité. Donc actuellement, le projet a débuté il y a un peu plus d'une année avec une première phase qui consiste tout d'abord à identifier les voies métaboliques qui favorisent la production de ces petits sacs vésiculaires. Et puis en parallèle de ça, on développe également les méthodes analytiques qui permettent de bien caractériser les vésicules, quelle est leur taille, leur structure, qu'est-ce qu'elles contiennent exactement, parce que dans l'optique de développer un produit thérapeutique, il est incontournable de développer ces méthodes d'analyse qui permettront de garantir en quelque sorte la qualité du futur produit. Et donc vous l'avez, déjà, expliqué, vous n'êtes pas seulement qu'avec l'Institut Michaelis, vous êtes aussi avec, Paris-Cité. Quels sont les autres partenaires? Il y a plusieurs villes et finalement c'est vraiment sur toute la France? Oui, exactement. Donc, des unités mixtes de recherche, comme on les appelle, qui sont liées aux trois grands organismes de recherche, CNRS, INSERM et INRAE, et qui en fait sont effectivement présentes à Nantes, à Clermont, à Rennes, et puis bah, à Dijon, puisque nous sommes un des partenaires de ce projet, donc un des 7 partenaires de ce projet national. Et il me semble que la particularité, c'est que vous êtes, en tout cas à Dijon, un des seuls laboratoires de la région à faire partie de ce qu'on appelle les fameux PEPR, et en plus le premier sur les biothérapies. C'est possible en effet parce que ce projet en fait fait partie de la première vague de financement de ces programmes PEPR, donc qui sont des programmes en quelque sorte d'équipement prioritaire pour la recherche et qui effectivement ont associé ce consortium extrêmement original sur cette nouvelle voie possible de production de molécules actives pour traiter l'inflammation intestinale. Donc j'imagine que chacun de ces 7 partenaires ont un rôle particulier. Et quel est le rôle de l'UMR-PAM? Alors effectivement, on retrouve des laboratoires plutôt liés à la microbiologie, donc qui sont plutôt des spécialistes de la manière dont les bactéries se comportent et notamment comment elles se mettent à fabriquer les vésicules. On a des laboratoires qui sont plutôt spécialisés dans la caractérisation des structures de toute petite taille, comme les vésicules, puisque ce sont des petits sacs qui font quelques dizaines de nanomètres, donc c'est tout petit, et qu'il faut pouvoir observer ça, étudier ça. Et là, pour le coup, on a des spécialistes de la chimie, de la physico-chimie. Et pour ce qui est également des effets de ces petites vésicules, eh bien, il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans l'étude de l'inflammation intestinale avec des modèles cellulaires, des modèles animaux et puis potentiellement des cohortes humaines si tout ça se développe avec succès. Et le laboratoire PAM a été associé à ce projet par rapport à sa spécialité, une de ses spécialités clés, qui est en fait le bioengineering, c'est-à-dire la conception par l'ingénierie d'environnements comme des bioréacteurs qui permettent de cultiver et de transformer les micro-organismes. Donc c'est plutôt la spécialité du procédé industriel en biotechnologie qui nous a fait rentrer dans ce projet. Pour donner une représentation finalement du rôle clé que peut avoir l'UMR-PAM dans tout ce projet, c'est que sur 7 lots de travail, vous êtes 7 partenaires et l'UMR-PAM est en charge de 2 lots de travail. Oui, alors effectivement, sur cette dimension procédé, qui est une spécialité qui est relativement rare en réalité en France, tout le projet ne repose pas sur nous, hein, ça va de soi, mais effectivement, la question de pouvoir imaginer une solution qui soit applicable à grande échelle requiert la recherche de procédés de production de ces vésicules. Et effectivement, notre spécialité, du coup, est extrêmement sollicitée dans ce type de projet. Et avec, en effet, 2 lots de travail sur ce projet qui en compte 7 pour l'UMR-PAM. Et ces lots, en fait, sont pour l'un dédiés à la recherche des meilleures conditions en bioréacteur
possible pour la production des véhicules. Et pour l'autre, c'est également une part très importante qui est assignée au procédé, c'est qu'une fois que ces véhicules sont fabriqués par les bactéries dans le bioréacteur, il faut les conserver pour qu'on puisse les stocker pendant plusieurs mois, plusieurs années dans les pharmacies et qu'elles restent des médicaments actifs. Donc ça veut dire qu'on est également en charge d'un lot de travail qui est dédié à la stabilité et à la stabilisation de ces vésicules qu'on va par exemple lyophiliser, enrober, intégrer dans des excipients pour que ces produits restent actifs le plus longtemps possible. Et alors, quel est l'objectif finalement de ce projet? Ah ben, le projet, s'il aboutit, ce que nous espérons tous, c'est qu'il va initier d'une certaine manière une nouvelle façon de produire des actifs qui sont destinés à des pathologies qui sont extrêmement fréquentes. On parle ici au fond des inflammations intestinales. Ça veut dire que ça peut couvrir le champ qui va de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, un syndrome extrêmement répandu, jusqu'à des pathologies possibles comme par exemple la maladie de Crohn, qui est une superinflammation en quelque sorte intestinale. Et en fait, ces bactéries, dont on sait qu'elles ont un effet sur toutes ces pathologies, eh bien, si on arrive à isoler ces petites vésicules et qu'on continue à démontrer que ces vésicules permettent de stopper les inflammations liées à ces pathologies, eh bien, en fait, c'est en réalité une nouvelle façon d'envisager le traitement de ces pathologies. Et la conséquence associée à ça, c'est le développement d'une filière industrielle nouvelle qui consiste en fait à cultiver des bactéries dans des très grands volumes, dans des très grands réacteurs, pour en fabriquer une quantité suffisante, pour en extraire ces vésicules précieuses en quantité là aussi immense, de sorte qu'on puisse évidemment développer une filière pharmaceutique qui couvrirait les demandes de potentiellement plusieurs millions d'Européens, par exemple. Et donc là, le consortium resterait finalement acteur de ce projet industriel, ou est-ce que du coup, après, une fois que le projet il est terminé, qu'on s'est lancé sur l'industrialisation, on vend un peu le projet à un industriel de la pharma? Oui, je vois. Alors, d'abord, je peux peut-être pas en parler parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, mais en revanche, sur des projets de ce type-là, il arrive fréquemment qu'après cette première phase d'investigation très scientifique, très académique, pratiquement fondamentale à la fois sur le principe actif et sur les fondements des procédés industriels qui permettront de produire ces principes actifs à grande échelle, il est clair que très souvent arrive une deuxième phase, post-premier projet, qui en fait consiste à réunir un consortium avec un partenariat, cette fois-ci académique-privé, ce qui nous est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le passé au cours des 10 années précédentes, notamment avec nos collègues de l'Institut Michaelis, avec lesquels on a partagé des magnifiques projets avec des industriels. Et donc effectivement, j'allais dire ici, c'est la première pierre de l'édifice. Et lorsqu'on aura réuni tous les éléments qui permettront de penser qu'il y a une vraie faisabilité, eh bien en fait, il faudra travailler à minima pendant un certain temps avec des partenaires industriels. Et puis on l'espère ensuite faire en sorte que ces industriels s'emparent de tout ça pour eux-mêmes développer de nouvelles solutions thérapeutiques et développer aussi, il faut pas le cacher, une économie industrielle qui est extrêmement importante dans le contexte actuel de compétition internationale. Aujourd'hui, vous produisez quelle quantité de bactéries? Au laboratoire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé des microlitres, effectivement, ou des millilitres, aux litres, mais on l'a fait avec, une série de petits réacteurs qui ont augmenté en taille. Donc le premier bioréacteur faisait 1/2 litre et en fait, c'est énorme par rapport à quelques millilitres et puis le deuxième fait maintenant 5 litres. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au laboratoire, ce qui a été le plus important, c'est de fabriquer des bioréacteurs qui soient extrapolables. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un équipementier français pour concevoir ces bioréacteurs. Et en fait, cet équipementier a conçu nos 2 petits réacteurs pour qu'à partir de ce qu'on fait à l'intérieur de ces petits réacteurs, on puisse prédire quelles seront les caractéristiques d'un réacteur de quelques centaines de litres ou de quelques mètres cubes. Donc en fait, le changement d'échelle, j'allais dire, dans le laboratoire, c'est travailler avec cette optique d'extrapolation future et travailler dans des réacteurs qui soient représentatifs de ce que sera la réalisation industrielle.
Aujourd'hui en France, et à travers les projets qu'on a menés pendant les 10 précédentes années, il y a des partenaires industriels qui produisent des bactéries de ce type-là, qui sont des bactéries anaérobies qu'on trouve dans l'intestin, donc qui sont extrêmement compliquées à produire. Et on a des industriels français qui savent parfaitement aujourd'hui, à travers notamment des partenariats qu'on a eus dans différents programmes, fabriquer des grandes quantités de ces bactéries. Vous êtes combien à travailler dans le laboratoire sur cette mission? Au sein du laboratoire, alors en fait, oui, je devrais préciser que en fait, la partie procédé est extrêmement importante. Donc, pour le laboratoire PAM, ça représente à peu près une dizaine de personnes qui vont travailler autour de ce projet. Mais dans le laboratoire, on a aussi d'autres spécialités, en particulier la physico-chimie, des nanostructures, et on a aussi des très bons microbiologistes, ce qui fait que on a en réalité dans notre laboratoire 3 équipes. Et les 3 équipes collaborent à ce projet puisqu'on a réuni des compétences qui sont celles du procédé, celles de la microbiologie et celles de la physico-chimie. Donc au total, au laboratoire, on peut dire qu'il y a à peu près entre 15 et 20 personnes qui vont travailler autour de ce projet pendant les 3 prochaines années. Et vous avez déjà réussi à produire les premières vésicules extracellulaires? Alors, en bioréacteur, probablement, mais on ne le sait pas parce que on pense que les bactéries fabriquent ces petits sacs, ces petites vésicules, un peu, pas spontanément, mais en tout cas les fabriquent dans les conditions où on les cultive. En revanche, j'ai des collègues qui sont donc plutôt des microbiologistes de l'UMR-PAM, qui travaillent sur ces vésicules depuis de nombreuses années et qui en fait connaissent les conditions dans lesquelles on peut fabriquer ces vésicules. Donc on observe au quotidien des petites vésicules, mais sur des tout petits volumes. Et donc, tout l'enjeu du projet, ça va être de passer à l'échelle plus importante. Donc l'objectif, c'est bien de donner naissance à une biothérapie. Ah oui, alors effectivement, hein, si on considère que le produit qui est issu de ces micro-organismes, de ces bactéries, est un produit biologique, et que donc, au fond, la chimie n'intervient pas dans ce processus, on va effectivement fabriquer un principe actif. On pourrait presque dire qu'on va cultiver un principe actif puisqu'on parle de culture bactérienne, et donc en fait, c'est un principe actif qui est issu d'un processus biologique et ce principe actif, on espère effectivement qu'il présentera des propriétés anti-inflammatoires très spécifiques de l'intestin. En fait, peut-être ce que je devrais rajouter à ce moment-là, c'est que la bactérie en question, se développe au niveau du côlon et présente des effets anti-inflammatoires, et ce qu'on suppose, c'est que ces petites vésicules se forment également dans un processus naturel dans l'intestin et que d'une certaine manière, ces molécules qui se forment dans l'intestin sont en parfaite adéquation avec l'intestin et que leur effet anti-inflammatoire tient exactement au fait que ces bactéries se trouvent dans leur niche écologique au niveau du côlon. C'est une nouvelle génération de produits anti-inflammatoires qui sont hautement spécifiques de l'intestin. Vous qui êtes à l'origine d'un projet de biothérapie, j'imagine que vous n'en êtes pas arrivé là seul. Que pensez-vous de la dynamique régionale autour de cette thématique qui a donné naissance à une véritable feuille de route stratégique? En effet, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu la chance ici à l'UMR-PAM d'être associés à cette première vague de PEPR et qu'en réalité, en parallèle de cela, s'est créée une dynamique extrêmement transversale au sein du campus dijonnais avec finalement la prise de conscience que les questions de thérapie étaient liées effectivement à la chimie, à la physico-chimie, donc des disciplines qui sont présentes dans de nombreux laboratoires du campus dijonnais, mais que la microbiologie, et en particulier la microbiologie alimentaire, que le génie des procédés microbiens pouvait tout à fait s'associer à cette démarche de constituer un consortium conséquent autour des questions de biothérapie à l'échelle régionale. Donc nous sommes finalement assez heureux, nous, d'être devenus un des acteurs de cette thématique, parce qu'effectivement, à l'origine, on aurait pu penser qu'un laboratoire comme PAM était davantage un laboratoire qui travaille sur les aliments et sur les microbes, mais comme en tant que ferment, ou les microbes qui sont des mauvais microbes des aliments. Eh bien aujourd'hui, via ce projet, on devient potentiellement un des acteurs qui permettra d'exploiter des microbes alimentaires
pour des finalités thérapeutiques. Merci beaucoup, professeur Laurent Benet, d'avoir pris le temps de nous accueillir dans vos laboratoires et de nous en avoir dit davantage sur ces nouveaux procédés de culture cellulaire. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le Conseil régional et l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. À très bientôt sur ONELS.